TikTok. 6 lettres comme un slogan, lisible et prononçable partout dans le monde. 6 lettres comme l'incarnation d'un engouement irrésistible, comme le symbole d'une viralité presque despotique. Née en 2017, l'application chinoise de partage de vidéos s'est imposée comme l'un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète, avec plus d'1,5 milliard d'utilisateurs. Porteur d'une véritable révolution technologique, devenu le plus formidable réservoir de données personnelles, il s'est invité au cœur de tous les enjeux économiques, sociétaux et politiques d'aujourd'hui. Comment fonctionne cette machine TikTok? Pourquoi certains pays l'ont déjà bannie et d'autres s'interrogent? Quelle peur et quel danger suscite-t-elle? Qualifiée de bras armé de Pékin, comment s'est-elle imposée au cœur de la confrontation entre la Chine et les États-Unis? Leur guerre commerciale et géopolitique risque-t-elle de dégénérer un jour en un autre type de conflit? Pour comprendre comment un simple réseau social, aussi populaire soit-il, façonne les lignes de fracture de notre modernité, structure les rapports de force contemporains et dessine un nouveau désordre mondial, il faut revenir en arrière et retourner là où tout a commencé. Cette histoire commence en 2012. C'est dans un appartement de cette modeste résidence de la capitale que le futur inventeur de TikTok crée une start-up spécialisée dans la création d'applications numériques, la société ByteDance. L'homme s'appelle Zhang Yiming. Il a 29 ans. Il s'est impliqué dans plusieurs startups chinoises qui n'ont pas perduré, mais qui ont connu une certaine croissance. C'est quelqu'un de très intelligent et de très compétent. Je dirais que c'est plus un geek qu'un ingénieur. Il a travaillé pour des entreprises américaines de la tech comme Microsoft en Chine. Donc il connaissait le marché mondial. Je le résumerai en 2 mots. C'est un optimiste pragmatique. Il est optimiste face à l'incertitude, qu'il accueille à bras ouverts. C'est sa marque de fabrique. Et il a été très influencé par plusieurs personnalités américaines de renom. Quelques mois avant la création de ByteDance est sorti The Social Network, le film de David Fincher, qui raconte la création de Facebook. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. L'irrésistible ascension de Mark Zuckerberg fascine Zhang Yiming. Comme le jeune entrepreneur américain, il a l'ambition folle d'exercer une influence sur ses contemporains, d'inventer lui aussi un nouveau monde. Au début de sa carrière chez ByteDance, il a beaucoup dévoilé sa personnalité.
Il publiait souvent des posts sur les réseaux sociaux dans lesquels il parlait de sa façon de diriger l'entreprise et de sa philosophie. La vision est ce qui unit le cœur des gens. La mission nous responsabilise. Son objectif premier, c'était de trouver comment aller toujours plus vite, comment être plus efficace et plus compétitif. Investisseur dans la tech asiatique depuis 30 ans, Duncan Clark a participé directement à cette décennie 2010, durant laquelle la Chine a privilégié l'innovation, la créativité, associée à une certaine forme de liberté. Le PCC, le Parti communiste chinois, ayant eu alors l'habileté de rester en coulisses. En Chine, les entreprises d'État n'étaient pas très douées pour innover. Alors, le gouvernement a autorisé des entrepreneurs privés à lancer de nouveaux modèles économiques. Et en 2012-2013, une nouvelle génération d'entreprises est apparue. Baidu était le moteur de recherche le plus consulté. Et Alibaba se taillait la part du lion du commerce en ligne. Et Tencent a lancé WeChat, qui est très vite devenu l'une des plus grosses super applications en Chine. Baidu est l'équivalent de Google, Alibaba d'Amazon, Tencent de WhatsApp. Ils forment avec Xiaomi, le fabricant de téléphones portables, ce qu'on appelle les BATX, la réplique des GAFAM américains. Ces géants du numérique se développent dans leur espace respectif, l'intérieur de la Chine pour les BATX et le reste du monde pour les GAFAM. Deux espaces totalement séparés par ce qu'on appelle la grande muraille numérique. L'environnement numérique chinois est partiellement coupé du reste de l'Internet mondial. Pas complètement coupé, c'est pas un intranet, c'est pas en circuit fermé, mais c'est partiellement coupé. C'est-à-dire que les points d'accès, si vous voulez, au réseau Internet mondial sont extrêmement contrôlés par le pouvoir. Quand vous êtes en Chine et que vous connectez à l'Internet, il y a tout un tas de sites qui ne sont pas accessibles. Pékin interdit ainsi la présence des GAFAM pour éviter la propagation des idées libérales au sein de sa population. Mais cela ne l'empêche en rien d'apparaître comme un Eldorado pour la tech américaine. Le développement d'Internet s'est toujours fait en parallèle aux États-Unis et en Chine. En 2012, j'étais responsable d'un enseignement sur l'ouverture grandissante de la Chine à Internet. Le pays était donc perçu comme un pôle d'innovation dont on commençait à apprendre des choses, notamment en matière de paiement et de jeux en ligne. 2012 a vraiment été l'âge d'or de la technologie chinoise et des relations sino-américaines. Mais depuis, ça a tellement changé qu'on se croirait sur une autre planète. Zhang Yiming entend profiter de cet âge d'or, lui qui lorgne du côté de la Silicon Valley avec tellement de convoitises. Il veut marquer la tech chinoise de son empreinte. Pour cela, il va lui falloir trouver la bonne idée. Au collège, il avait un passe-temps. C'était lire le journal. Il est né dans la province du Fujian, dans une région reculée, entourée de montagnes. C'était difficile pour lui de s'en échapper pour découvrir le monde, et difficile aussi d'avoir des informations. C'est pour ça qu'il lisait le journal d'aussi près, avec autant d'intérêt. Ça le passionnait. Il constatait que de moins en moins de gens lisaient la presse papier. Et les kiosques à journaux, qui étaient très répandus en Chine, se faisaient de plus en plus rares.
Il y avait donc un changement dans les habitudes des consommateurs, tant dans leur façon de consommer l'information que dans les contenus choisis. Là voilà, la bonne idée. Attaquer le marché de la presse en ligne. Pour s'imposer, Zhang Yiming invente un algorithme de recommandation révolutionnaire qui connecte l'information à son lecteur. En août 2012, il lance l'application Toutiao. Les titres du jour. 每个时刻打开，它都会给你此时你最推荐你看的内容，这是第一。第二呢，它这个能够不断的去计算你的兴趣，每个人看到的内容都是不一样的，而且用的越久呢，它对你越了解，那给你推荐的越好。En 4 mois, Toutiao attire 1 million d'utilisateurs par jour. L'application devient la première plateforme de partage d'informations de Chine, avec quelques 700 millions d'abonnés. Une réussite phénoménale. 让我们掌声欢迎今日头条的创始人张一鸣先生，有请。欢迎欢迎，一鸣你好。Zhang Yiming est maintenant une des figures majeures de la tech de son pays. 拍的一张照片，嘉宾现在躲在我们的密室当中，他们可能会跟你开始一场特殊的真心话大冒险。希望如此。 Il peut assouvir son ambition, celle formulée lorsqu'il avait découvert The Social Network quelques années plus tôt. Développer ByteDance à l'extérieur de la Chine pour inventer un nouveau monde. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises chinoises se développent à l'international. Mais Zhang Yiming avait ça en tête dès le départ pour ByteDance. Il avait besoin de trouver de nouveaux vecteurs de croissance. C'est pour ça qu'il a investi le marché des vidéos courtes. D'autres entreprises étaient déjà présentes depuis 2 ou 3 ans, si bien qu'il y avait une bonne dynamique. Il a saisi cette grande tendance qui avait échappé à tout le monde ou presque. Début 2017, Zhang Yiming lance sur le marché international une nouvelle application de partage de vidéos, TikTok, qui repose sur un algorithme de recommandation surpuissant, directement inspiré de celui de Toutiao. Quand je suis sur TikTok, en fait, à chaque fois que je scrolle une vidéo ou que je la regarde, je vais donner un point d'information à l'algorithme. Je vais en fait raffiner ce modèle en donnant une information, en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais je le fais vraiment toutes les secondes, 2-3 secondes, là où sur d'autres applications, ça va mettre plusieurs minutes en fait à chaque fois pour générer un nouveau point d'entraînement. L'application surveille la moindre action de ses utilisateurs. Elle crée des profils démographiques de chacun d'eux et, avec une précision redoutable, elle capte qui ils sont et ce qui les intéresse. Et de cette façon, elle peut leur proposer les contenus les plus engageants possibles. Le succès de ByteDance, que ce soit à travers TikTok aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ou à travers Toutiao en Chine, c'est son algorithme. Il a été mis au point pour attirer les utilisateurs en leur proposant des contenus qui leur correspondent. Et c'est extrêmement addictif. Cet algorithme est vraiment le cœur du succès de cette société. Avec un tel algorithme, les vidéos divertissantes de TikTok se partagent, se scrollent, se likent, à une vitesse fulgurante. Surtout, d'autres contenus, politiques, économiques ou culturels, investissent bientôt la plateforme pour profiter aussi de sa viralité. Stay online, don't get offline, and vote. We're going to have a big victory tonight. Depuis les vidéos de danse un peu idiotes des débuts, TikTok est passé d'une plateforme de divertissement à une plateforme qu'on utilise pour s'informer ou pour connaître l'opinion des gens sur ce qui se passe.
Personnellement, l'un de mes comptes préférés est celui du Washington Post. En 2018, on compte dans le monde 54 millions de TikTokers. Ils sont plus d'1,5 milliard fin 2024. Jamais une application n'a rencontré autant de succès en aussi peu de temps. Pas même Facebook. Je pense que beaucoup de vétérans de la tech seraient d'accord pour dire que Chang Yiming a compris certaines tendances avant tout le monde. Je ne dirais pas que c'est un génie, mais plutôt un visionnaire. La réussite exceptionnelle du créateur de TikTok n'est pas seulement l'histoire d'un succès industriel phénoménal. Elle dissimule une autre histoire, une histoire politique, celle de la recherche d'une hégémonie. L'histoire de l'ambition planétaire du régime communiste chinois. « 27 mai 2017. Le jeune Ke Jie, âgé seulement de 19 ans, est le meilleur joueur au monde du jeu de Go, jeu traditionnel chinois, le plus complexe qui puisse exister, l'emblème culturel du pays. La raison de sa présence? Il vient défier AlphaGo, un logiciel d'intelligence artificielle. On savait qu'en 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, avait battu Garry Kasparov. Mais c'était aux échecs. Et on savait aussi que le jeu de Go est plus complexe, avec plus de combinaisons possibles qu'aux échecs. Mais rien ne se passe comme prévu. Ke Jie essuie un premier, un deuxième, puis un troisième échec. La victoire d'AlphaGo est écrasante, sans appel. 因为它实在是太完美了，真的是太完美了，没有任何的缺陷，没有任何的心态上的波动，所以我其实真的很责怪自己，让人家下得更好一点。这两个责怪自己。 AlphaGo a donc battu Ke Jie. Et le choc a été énorme pour tout le monde. Ça a été un moment historique, un coup dur pour l'égocentrisme humain. C'est sans doute là que les dirigeants chinois ont compris l'énorme potentiel de l'IA. Cette défaite est une humiliation pour Pékin, qui en interdit la retransmission à la télévision. Il faut dire qu'AlphaGo est l'œuvre de l'américain Google. Pour Xi Jinping, le numéro 1 chinois, son régime doit réagir. Avec l'intelligence artificielle, l'IA, c'est la suprématie technologique, économique et donc politique qui se joue. Le maître de Pékin veut faire de son pays, d'ici 2030, la première puissance en matière d'intelligence artificielle. L'IA nécessite beaucoup de données. C'est comme une roue. Plus il y a de données, plus le modèle devient intelligent et plus il interagit facilement avec les utilisateurs, en comprenant avec précision les intentions humaines. Résultat, il répond mieux aux besoins des utilisateurs. Les données sont à l'économie numérique, ce que les combustibles fossiles, comme le pétrole, sont à l'alimentation en énergie. La Chine est le premier créateur d'applications de l'économie numérique et le plus gros utilisateur de données. L'importance prise par les données est une véritable révolution.
Le monde entier tourne autour d'elle aujourd'hui. On a eu les flux de capitaux et les flux de compétences, et maintenant on a les flux de données. 中国将大力地实施网络的强国战略，国家的大数据战略，发展积极向上的网络文化，拓展网络经济的空间，促进互联网和经济社会融合发展。 Donc il y a cette volonté d'être la première puissance à la fois technologique, scientifique et économique. Ils sont très confiants, très désireux de dépasser les États-Unis, assez convaincus du déclin de l'Occident. Pour eux, l'élection de Trump, comme le Brexit ou la montée de l'extrême droite en Europe, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. C'est des signes très clairs du déclin de l'Occident. Et un déclin qui est définitif, pas temporaire. Cette ambition nouvelle, c'est aussi le moyen pour Xi Jinping d'assurer au régime communiste sa sécurité. Un concept politique global qui est au cœur de sa stratégie de pouvoir. Il faut bien comprendre que la sécurité pour les Chinois, c'est extrêmement large. C'est la sécurité au sens où nous, on peut l'entendre, sécurité extérieure et intérieure. Mais c'est aussi la sécurité numérique, par exemple, hein, donc la propagande, le contrôle de la société. Mais aussi la sécurité culturelle, par exemple. C'est-à-dire que l'arrivée en Chine des valeurs occidentales, des valeurs libérales, ça relève de la sécurité nationale. Xi Jinping mène une politique toujours plus isolationniste. Il veut que la Chine soit autonome sur le plan technologique. Donc son approche de la tech est avant tout utilitariste. Le but est que l'État et le parti gardent le contrôle, voire le renforcent. Et puis, il y a un enjeu, bien sûr, de propagande. C'est-à-dire que ça permet de montrer à la population chinoise que le parti est actif, et qu'il est efficace, et que donc il est légitime. L'enjeu est d'abord là. La première préoccupation du parti, c'est toujours de rester au pouvoir. C'est assurer la pérennité du régime. Cette nouvelle orientation stratégique passe par l'adoption de nombreuses lois sur l'écosystème numérique. Renseignement, contre-espionnage, cybersécurité, sécurité nationale. Objectif, soumettre les entreprises de la tech et orienter leurs data au service du parti. ByteDance, avec ses centaines de millions d'utilisateurs de Toutiao et ses dizaines d'autres applications, constitue une cible prioritaire du pouvoir. La reprise en main démarre dès 2015. Zhang Yiming est convoqué par le parti à un forum de formation au cours duquel il doit renoncer à toute forme d'indépendance. Cette formation m'a donné une compréhension plus profonde de ma mission. Nous sommes définitivement patriotes et prêts à accepter des conseils politiques. 2 ans plus tard, il ne peut refuser que les autorités installent des cellules du Parti communiste au sein même de ByteDance. C'est même une obligation pour n'importe quelle entité en Chine. Chaque université, chaque cursus, chaque entreprise ou chaque organisation à but non lucratif doit héberger une cellule du parti ou d'un comité officiel. Le gouvernement entend rappeler qui est aux commandes. Si vous existez, c'est grâce à nous. Vous utilisez des infrastructures publiques pour gérer votre entreprise de tech. Nous contrôlons ces infrastructures et vous développez le contenu et les applications. Mais nous pouvons décider de ce qui est bon pour la population. On a affaire à des entreprises qui sont privées. Les capitaux ne sont pas liés à l'appareil du parti-État, ni même à des entreprises publiques pour nombre d'entre elles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont indépendantes. Tout simplement parce que la notion d'entreprise indépendante en Chine n'a pas de sens. Et aucune entreprise ne peut refuser de confier des données qu'elle pourrait posséder aux autorités chinoises. C'est juste inimaginable. Il n'y a plus de différence entre le secteur privé et le secteur public. Et d'ailleurs, en Chine, on ne parle pas de secteur privé.
On parle de secteurs étatiques et de secteurs non étatiques. En effet, le Parti communiste maîtrise désormais les destinées de ByteDance. Le 11 avril 2018, à 3h48 du matin, Zhang Yiming n'a d'autre choix que d'annoncer sur Toutiao qu'il ferme une de ses applications pour non-respect des valeurs socialistes. Il se livre même à une véritable autocritique publique. J'ai été rempli de remords et de culpabilité, incapable de dormir. Je suis responsable parce que je n'ai pas été à la hauteur des conseils et des attentes que les organes de contrôle ont toujours exigées. Dans le cas d'une entreprise de cette taille, les contrats publics, mais aussi les licences d'exploitation dans un certain nombre de secteurs comme les réseaux sociaux, le streaming et les services financiers en ligne, doivent recevoir l'approbation du gouvernement. Il y a une corrélation entre la personnalisation du pouvoir de Xi Jinping et la reprise en main du secteur de la tech pour entrer dans un modèle beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus directif, beaucoup plus coercitif, répressif sous la direction de Xi Jinping. Dès lors, comment le régime utilise-t-il concrètement une entreprise comme ByteDance pour asseoir son pouvoir? Quelles applications met-il au service de sa politique de répression? Personne en Chine n'est autorisé à répondre à ces questions. Pour le savoir, il faut se rendre sur l'île voisine de Taïwan. Né en 1949, en opposition à la création la même année de la République populaire de Chine, ce petit pays de 23 millions d'habitants d'origine chinoise vit sous la menace constante de Pékin. Xi Jinping s'est donné une mission historique, rattacher l'île à son régime, de gré ou de force. Il utilise aussi tous les réseaux sociaux disponibles pour désinformer, manipuler et mieux affaiblir l'île. Le MJIB, le FBI taïwanais, a mis en place un centre de recherche sur la guerre cognitive, ou guerre informationnelle, pour déjouer ces attaques numériques. Aujourd'hui, il y a des conflits sur Terre, en mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace. Et une sixième forme a émergé, la guerre cognitive. On continuera à alterner entre différents types de guerres, mais avec un point commun, l'utilisation de l'information pour transformer les esprits et le comportement des individus. On soumettra une armée sans combattre, en modifiant les esprits, donc les actions. Pour remporter cette nouvelle forme de guerre qu'impose Pékin, le MJIB peut compter sur l'expertise de Leo Shuting. Analyste au ministère de la Défense de Taïwan, la jeune femme est une experte de l'utilisation politique des réseaux sociaux chinois par le régime de Pékin. En 2016, Xi Jinping a lancé un système de crédit social pour satisfaire ses ambitions grandissantes. Ce système repose sur la collecte de données. Il analyse le comportement de la population à travers des quantités colossales de données et attribue des notes aux individus. Et ce système de notation incite chacun à soutenir la politique du gouvernement. Dans ce système de crédit social, ByteDance occupe une place singulière. Outre Toutiao, l'entreprise met à disposition du régime une autre application encore plus populaire. Il s'agit de Douyin, la version chinoise de TikTok, qui ne fonctionne qu'à l'intérieur du pays. Muraille numérique oblige. Et Douyin, avec ses 750 millions d'utilisateurs, est un instrument particulièrement redoutable dans les mains du parti. Les plateformes en ligne peuvent collecter les empreintes numériques laissées par les utilisateurs
comme les j'aime, les j'aime pas, ou encore les soutiens ou les critiques exprimées dans les commentaires. Tout ça peut être rassemblé par le Parti communiste chinois. L'autoritarisme a pour but d'identifier les menaces et de modifier la pensée et le comportement des individus. Douyin sert à remplir ces deux objectifs. Les réseaux sociaux sont constamment utilisés pour propager de fausses informations et en tirer profit. Comment sont-ils financés? De deux façons. Par les utilisateurs, lorsqu'ils consultent leur contenu, et par le Parti communiste chinois, sous forme de subventions. En contrepartie, ces plateformes relaient la propagande du PCC. Les réseaux sociaux deviennent ainsi un point névralgique de la diffusion d'informations, loin devant les médias officiels. 台独最奇怪的就是不承认自己是中国人，是哪一个民族啊？那个是跟你出生的血脉有关的。对，你今天你说你不是中国人，可是你到美国，你看人家算你什么人？ Sur Douyin, on a constaté que parmi les comptes les plus actifs, 40% environ étaient des comptes officiels. Ça va à l'encontre de la perception générale, selon laquelle sur Douyin et TikTok, il y a surtout des utilisateurs ordinaires. L'algorithme de Douyin est très largement manipulé, et c'est peut-être la plateforme de réseaux sociaux la plus censurée de la planète. La censure n'a pas de secret pour ByteDance, ce qui fait de Douyin un instrument de diffusion de la propagande du Parti communiste en direction du peuple chinois. Le chercheur australien Fergus Ryan est un des premiers à avoir enquêté sur ByteDance. Il a dévoilé son implication directe dans la politique de répression de la minorité chinoise musulmane des Ouïghours, établie dans la province du Xinjiang. On a découvert que ByteDance travaillait main dans la main avec les bureaux de la sécurité publique du Xinjiang. ByteDance rejoint en 2018 la Beijing Academy of Artificial Intelligence. Objectif de cette structure, mettre les universités et les entreprises de la tech les plus innovantes au service de l'appareil sécuritaire. C'est ici que la société de Chang Yiming se rapproche de Lion Technology, Iflytech ou Megvii, des sociétés spécialisées dans la reconnaissance faciale et vocale ou le stockage de données. Un grand nombre de ces sociétés, et notamment celles qui sont spécialisées dans la surveillance et l'intelligence artificielle, jouent un rôle central dans la sécurisation de la région du Xinjiang. L'internement à grande échelle de la population ouïghour qui se produit là-bas n'aurait pas été possible sans le soutien technologique de ces grandes entreprises chinoises de la tech. Ces trois sociétés sont aujourd'hui interdites aux États-Unis. Si ByteDance n'apparaît pas sur cette liste, Fergus Ryan a documenté les liens qu'elle entretient avec les autorités du Xinjiang. En 2018, la police numérique de la région utilise Douyin pour y construire un nouveau modèle de sécurité publique et de gouvernance sociale d'Internet. Et ByteDance décide de déployer ses activités dans la région ouïghour de Hotan, particulièrement visée par la répression. Le régime exige des autorités locales qu'elles utilisent Toutiao et Douyin pour publier des contenus positifs avec des vidéos courtes et diffusées en direct, et promouvoir le tourisme à Hotan et réduire la pauvreté. Des applications comme Toutiao et Douyin coopèrent avec la police locale et les bureaux de la sécurité publique. Ensemble, ils élaborent une propagande concernant la région. Ça produit un effet dans le reste du pays, car la population a le sentiment que tout va bien dans le Xinjiang, qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme.
Avec Douyin et Tuqiao, la société ByteDance participe directement au système de surveillance et de répression mis en place par le Parti communiste sur sa propre population. Alors, qu'en est-il de TikTok, l'autre création de ByteDance, disponible partout ailleurs à l'extérieur de la Chine et utilisée déjà par plus de 100 millions d'Américains à peine 2 ans après sa création? Aux États-Unis comme ailleurs, on ne se préoccupe pas du rôle de ByteDance à l'intérieur de la Chine. Les travaux des experts taïwanais et australiens passent largement inaperçus. En revanche, l'incroyable succès commercial de TikTok inquiète sérieusement. It is my honor to welcome to the stage Mr. Mark Zuckerberg. Notamment Facebook, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce nouveau concurrent, chinois qui plus est, sur son marché des plateformes numériques. A decade ago, almost all of the major internet platforms were American. Today, 6 of the top 10 are Chinese. While our services like WhatsApp are used by protesters and activists everywhere due to strong encryption and privacy protections, on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored, even here in the US. Is that the internet that we want? En mettant en cause la liberté d'expression de ses utilisateurs, dans un pays qui a toujours placé ce droit comme une vertu cardinale, Mark Zuckerberg espère affaiblir TikTok. Au même moment, la presse multiplie les révélations. Le Washington Post d'abord affirme qu'il est presque impossible de trouver sur l'application des vidéos sur les mouvements pro-démocratiques de Hong Kong, opposés au régime de Pékin. Puis, c'est le Guardian, qui dévoile des éléments pour le moins surprenants concernant la politique de modération du réseau social chinois. On a eu notamment des documents qui ont fuité, qui décrivaient en fait les règles de modération interne de TikTok, qui expliquaient que certains contenus politiques, notamment si elles mentionnaient les manifestations de la place Tiananmen, ou si elles mettent en valeur des gens qui sont moches ou pauvres, c'était explicitement dit cela, alors c'est des contenus qui vont être modérés par TikTok. Sont aussi particulièrement surveillés les contenus relatifs à l'indépendance du Tibet, à la situation à Taïwan, au président Trump, Poutine, Kim Jong-un ou encore à la communauté LGBT. Les modérateurs reçoivent des directives extrêmement claires en termes de sujets à bannir, ou en tout cas à invisibiliser. Il y a différents degrés. Il y a les sujets ou les termes qu'il faut complètement éliminer de la plateforme. Donc la censure est totale. Et ceux qu'on peut tolérer, mais qu'il faut invisibiliser. Donc les sujets que l'algorithme ne va pas pousser. Certains aspects de la modération de contenu, ou plutôt certaines lignes directrices en matière de censure, correspondaient presque mot pour mot aux règles énoncées par le Parti communiste chinois. Il y avait donc certainement, à ce moment-là, un lien très étroit entre ce que le PCC voulait et TikTok, c'est-à-dire la version de l'application destinée à tous, sauf aux Chinois. En novembre 2019, un mois après le discours de Mark Zuckerberg, une jeune TikTokeuse américaine de 17 ans, une certaine Feroza Aziz, va subir de plein fouet les foudres de la censure, à l'occasion d'un tuto maquillage loin d'être anodin. Hi guys, so I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously, then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions if not, or else they're going to, of course, get murdered.
People that go into these concentration camps don't come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler again. En décrivant les persécutions subies par la minorité ouïghour, la jeune fille s'oppose directement à la ligne de Pékin. TikTok suspend automatiquement son compte. Mais le réseau social ne prend pas la mesure de sa décision. More than 1.5 million people have watched that clip. And Feroz Aziz, who posted this, says the Chinese-owned TikTok temporarily shut down her account, raising concerns that the app is censoring content. She is 17-year-old Feroza Aziz. ने फिरोजा अजीज को दुनिया भर में पहचान दिला दी. The 17-year-old posted a video highlighting China's treatment of the Uyghurs. Face au tollé, TikTok réagit, plaide l'erreur technique, présente ses excuses et remet la vidéo en ligne. Il affirme aussi que les règles de modération dénoncées par la presse anglo-saxonne ne sont plus effectives depuis des mois. Et il s'engage à cesser toute censure d'ordre politique. On peut désormais aborder le sort des Ouïghours sur la plateforme. Ce type de censure unilatérale a cessé. Le monde entier avait les yeux braqués sur eux et les législateurs, notamment américains, les observaient de près. Donc, ils ont veillé à ne plus prendre ce genre de mesures. Surtout, Zhang Yiming comprend que s'il veut continuer à conquérir de nouvelles parts de marché, il doit faire de TikTok une société globalisée. Cela passe par un changement de gouvernance. L'application est désormais la propriété exclusive de la société TikTok Ltd, immatriculée aux îles Caïmans, donc indépendante de sa maison mère ByteDance, à l'abri de toute influence du régime chinois. Pour preuve, des pointures de la Silicon Valley sont recrutées à des postes clés de TikTok. Blake Chandley, chargé des solutions globales, vient de Facebook. Vanessa Pappas, manager général, vient de YouTube. I'm Vanessa Pappas and I'm the Chief Operating Officer at TikTok. Ou Eric Anderson, conseiller spécial, ancien de Microsoft. Enfin, le QG de TikTok quitte la Chine pour s'installer à Singapour et Los Angeles, en Californie. TikTok veut être considérée comme une entreprise mondiale. Elle cherche à conquérir les marchés de différents pays. Et elle doit faire acte d'allégeance aux normes américaines pour pouvoir opérer aux États-Unis. Sur le plan légal, c'est une entreprise américaine et singapourienne par son siège social. Elle n'a donc pas de domiciliation en Chine. En s'exposant ainsi comme une entreprise mondiale, TikTok est partout, donc nulle part, comme ses concurrents de la Silicon Valley. Les internautes du monde entier ne se demandent plus s'ils utilisent un réseau social chinois ou non. C'est cela l'essentiel. Et ça marche. Dès 2020, TikTok devient l'application la plus téléchargée de la planète, devant Facebook et WhatsApp. Il y a en fait une convergence entre les intérêts de la plateforme, les intérêts des dirigeants de TikTok, et les intérêts du parti. C'est-à-dire que plus la plateforme pénètre les sociétés étrangères, plus elle est omniprésente, plus elle gagne de l'argent, et plus elle est omniprésente, plus elle est utile pour le PCC. La seule nécessité, disons, pour eux, c'est de continuer à maintenir cette illusion que TikTok est complètement indépendante du parti, ce qui n'est pas le cas. Alors, comment va réagir Washington face à cette inébranlable marche en avant du réseau social chinois? Se laissera-t-il convaincre par ce récit de l'indépendance de TikTok? Surtout, comment préservera-t-il la sécurité des données des utilisateurs américains? Données dont il a un besoin vital pour assurer sa sécurité et conserver son hégémonie technologique.
Vous avez TikTok? Non, je l'ai pas. C'est une perte de temps. Je n'ai pas TikTok. On est une famille sans TikTok. Oui, j'ai l'appli sur mon téléphone. Mais est-ce que je consulte régulièrement TikTok? Non. C'est l'objet de mes recherches, vous savez. Donc, je l'ai sur un second téléphone. Je ne l'ai pas, parce que nous ne sommes pas vraiment autorisés à installer ces applications chinoises. J'ai beaucoup de données sensibles sur mes appareils, donc je n'ai pas TikTok. Je n'ai absolument pas TikTok sur mon téléphone. Je n'ai pas TikTok sur mon téléphone. Oui, mais que à usage professionnel, bien sûr.